Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, moi, quand j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Petit, moi, je voulais être... J'ai toujours eu envie. Petit, je voulais être... C'est l'histoire d'un mec, ou plutôt deux. Son côté double, sûrement, de vie, de prénom, de maison, bref. Plus besoin de présenter le personnage public, à la fois humoriste, producteur, directeur de théâtre et bien évidemment comédien. Non, vraiment plus besoin de présenter celui qui fut déjà l'affiche à une quarantaine d'années d'une quarantaine de films, dont le fameux biopic consacré à Coluche. Mais qui connaît les premiers pas amusés et amusants de cet aîné d'Asnières ? Oui, qui connaît la trajectoire à angle droit de cet ex-trader devenu acteur pour, dit-il, ne plus perdre sa vie à la gagner. Eh bien vous, j'espère, après avoir écouté cet entretien avec François-Xavier de Maison. Bonjour, François-Xavier ou FX. Ah, j'aime bien FX. Bonjour. Et merci d'avoir accepté d'être un nouvel enfant d'Allons Enfants. Je suis ravi, très honoré. On va commencer tout simplement par le commencement. Tu es donc né le 22 septembre 1973 à Asnières-sur-Seine. Oui. C'était un samedi. Ah oui, c'est vrai. Que peux-tu nous dire de plus sur le jour ? Très peu de souvenirs. Très peu de souvenirs. Et c'est pas plus mal, parce que je pense que si je gardais des souvenirs, il serait un peu traumatique de ce jour de ma naissance. 22 septembre, et donc le 22 à Asnières. Donc j'ai souvent entendu cette blague qui rappelait un sketch d'un humoriste qui adorait mes grands-parents, Fernand Reynaud. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, si ce n'est que oui, 22, dans une petite clinique de la banlieue parisienne à Asnières, où j'ai vécu ensuite pendant 20 ans. Eh bien, figure-toi que ce 22 septembre, une personne s'en souvient très bien. Écoutez, je l'ai eu dans mes bras il y avait quelques heures, alors. Je l'ai eu tout de suite, puisque j'ai assisté à sa naissance. Et c'était mon premier petit-fils. Et comme je voulais, à la naissance, quand j'étais mariée, je voulais déjà un petit garçon que j'ai jamais eu. Et alors, premier petit-fils, pour moi, ça a été la grande joie. Mais il pleurait beaucoup. Mais je l'avais dans mes bras, il disait rien. Voilà. Ah bah là non plus, je dis rien. C'est ma grand-mère. Elle a 100 ans. Vous vous rendez compte ? C'est merveilleux, ce témoignage. C'est incroyable. C'est la première fois que je l'entends à la radio, ou dans un podcast, dans une émission. Ah, qu'est-ce que c'est bouleversant. Je suis scotché. Bah dites-moi, ça commence bien. Ah la vache. Ma grand-mère, oui, elle est merveilleuse. C'est un ange. Elle a des merveilleux yeux bleus. C'est une très très belle personne qui a toujours fait passer les autres avant elle. Elle, si vous voulez, j'ai grandi avec elle en ayant cette valeur que on est plus heureux à faire le bien des autres que le sien. On est plus heureux à s'occuper des autres que de s'occuper de son nombril. C'est vraiment si je dois retenir une chose de ma grand-mère, c'est ça. Alors, on en reparlera évidemment un peu plus tard. Ton identité complète, c'est François-Xavier Toussaint de Maison. Oui, merci de balancer le dossier. Mais sais-tu pourquoi tes parents ont choisi ? Oui, ce sont mes origines corses. Ma mère, le père de ma mère est corse, il s'appelait Paul Ghisoni, et il est originaire du Nebbio, de Santo Pietro di Tenda, qui est un petit village à côté de Saint-Florent. Et donc, du coup, mais j'ai échappé belle parce qu'au bout il fut un temps où il voulait m'appeler Orso, ours. Aujourd'hui, j'adorerais m'appeler Orso. C'est très classe de s'appeler Orso. Mais dans la cour de récré à Neuilly, je pense que j'en aurais un petit peu bavé. Nounours, surtout que j'étais un petit peu ronde. C'est aussi en rapport avec ton grand-père instituteur dans la Creuse ? Alors, ça, c'est l'autre côté. L'autre côté, il s'appelait François-Xavier, oui. Effectivement, il était instituteur dans la Creuse. Et depuis, je voue un culte aux instituteurs, aux enseignants. Et c'était un radical de gauche, instituteur. C'était des vrais notables, les instituteurs à l'époque. Ils étaient vraiment extrêmement respectés par la société. Et c'était un personnage, vraiment un personnage qui avait une élégance naturelle aussi. Et c'est ce qui m'a poussé, je crois, des années plus tard, à produire un documentaire qui s'appelait Mon maître d'école, où on rendait hommage à un instituteur, Monsieur Burel, que je salue, qui est un homme extraordinaire, qui avait une classe unique et qui, pendant 40 ans comme ça, a fait cette carrière. Et la scène finale du film, sur la musique de Yodelis,
qui nous avait fait la bande originale du film. Il y a toutes les générations d'élèves qui l'attendent sous l'arbre où ils allaient en excursion tous les jours. Donc c'était bouleversant. Le film est bouleversant. Mon maître d'école, je pense que ça vient de là. Alors on va maintenant replanter un peu le décor, d'accord ? Oui, allons-y. Allez, tu es né le 23 septembre, donc... 22 septembre. Voilà, mais voilà. Le 23, je suis né. Pour voir si donc tu c'est suivais. Juste, j'étais né le 23 septembre, j'étais né. Voilà, bien vu. 1973, soit 3 semaines avant le premier choc pétrolier, mais moins de 2 semaines après le coup d'état militaire du général Pinochet au Chili. Cette année-là, le complexe immobilier du World Trade Center est inauguré à New York, culminant à 415 mètres de haut. Les 2 tours jumelles sont alors les plus hautes du monde. Cette année-là, nous quittent malheureusement Pablo Picasso, Jean-Pierre Melville et Fernand Reynaud, pour ne citer qu'eux. Côté sport, le fantasque roumain Ilie Nastase remporte le tournoi de Roland-Garros contre le Yougoslave Nikola Pilic sur un score sans appel, 6-3, 6-3, 6-0. Côté BD, pour son 20e album, Astérix débarque en Corse. Enfin, cette année-là, les aventures de Rabbi Jacob font un carton au cinéma, totalisant plus de 7 millions d'entrées, tandis que La Cage aux folles déboule au théâtre du Palais Royal avec les non moins fous mais géniaux Jean Poiret et Michel Serrault. Selon toi, un de ces événements aurait-il plus particulièrement marqué tes parents ? Je pense un peu tous. Voilà. Je pense qu'effectivement, 73, c'est la fin des 30 glorieuses et le début des 50 douloureuses, en fait. Hein. C'est un peu ça. Économiquement, c'est là que ça se complique. Et puis, oui, effectivement, Louis de Funès, que ma grand-mère connaissait, figure-toi. Je sais. C'est vrai? C'est dingue, vous savez tout. Ma grand-mère qui connaissait Louis de Funès, ils étaient originaires de cette même banlieue, Asnières, Bécon-les-Bruyères, Courbevoie, et ils se fréquentaient enfants. C'est assez rigolo. Voilà, c'est un ami de ses frères. Ils faisaient de la musique ensemble. Et voilà, on peut dire plein de choses. Sur cette année 73, effectivement, il y a des souvenirs. Ça marque forcément. Ce que je sais, c'est qu'au niveau du vin, c'est pas une bonne année. C'est pas terrible, 73. C'est pas un bon millésime. Le vin, c'est comme les hommes. Il y en a qui vieillissent bien, d'autres qui vieillissent mal. Ne regoutez pas un 73 aujourd'hui. Je crois que c'est du vinaigre. On va en profiter pour parler un peu de tes parents. Ton père, Jack, de Maison. J-A-C-K. C'est assez dingue, quand même, de s'appeler Jack. Originaire de Montluçon, dans l'Allier. Dans l'Allier. Avocat, spécialisé dans le droit des affaires. Oui. Quel genre d'homme est-il et qu'as-tu hérité de lui ? Écoute, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose en termes d'immobilier, puisque... Quelle horreur. Non, mais je dirais que c'est un personnage extrêmement charismatique, qui ne se prend absolument pas au sérieux, qui a beaucoup d'humour, qui aime les bonnes choses. Je crois qu'il m'a transmis le goût du beau et du bon. Voilà. Je crois qu'il aime le bon, il aime la convivialité, le vin, je crois que ça vient de lui. L'envie de réussir, l'envie de faire quelque chose de sa vie, en tout cas, voilà, pas de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie. Mais il y a vraiment, voilà, comme dirait Bernard Tapie, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très, je dirais, un peu impressionnant aussi. Il a une personnalité très forte. Ils sont assez autoritaires, mes parents, dans le sens où je suis quand même tenu. Hein. Il y a des obligations de résultats, on veut que je réussisse à l'école. J'ai des parents quand même qui m'ont vraiment élevé, qui m'ont tenu, quoi. J'avais pas voix au chapitre, voilà. Alors ta maman, Florence, tu l'as dit tout à l'heure, née Ghisoni, à Saint-Florent, d'un père corse et d'une maman du Nord, qu'on a déjà entendu. Quel est le background côté maternel et qu'en as-tu gardé ? Écoute, je crois que ma mère est une femme qui est toujours au rendez-vous. C'est une femme de devoir. Elle a élevé ses 4 enfants. Elle a été associée de mon père dans leur cabinet d'avocat. Donc elle avait des bonnes journées. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a pas d'état d'âme, qui trace sa route, qui a élevé ses 4 enfants, parfois dans les épreuves. Donc elle a toujours été là pour moi. Hein. Donc franchement c'est quelqu'un en qui j'ai toute confiance. Voilà. Tu l'as dit, il y a tes frères et sœurs. Ouais. L'aîné donc d'une fratrie de 4, à savoir Laetitia, née en 76, Céline en 79, et puis Thibaut, le petit dernier, en 86. Oui. Est-ce que tu l'as joué, justement, ce rôle d'aîné,
avec ce côté responsable ou pas? Oui, vraiment? je crois. Mes sœurs, au moment de l'adolescence, j'étais très protecteur, peut-être un peu trop corse, tu sais. Dès qu'il y avait des prétendants. Alors, qu'est-ce que tu veux? Et tes intentions, elles sont respectables ou pas? Et donc, du coup, il y avait vraiment j'étais très protecteur, trop peut-être. En fait, je trouvais complètement inconcevable qu'un mec veuille embrasser ma sœur, quoi. Je trouvais ça totalement déplacé. Donc, je pense que j'en ai traumatisé. Un jour, j'en ai foutu un dehors, je me souviens, le pauvre. Alors qu'il était très gentil. Il était juste amoureux de ma sœur. Non, mais c'est vrai que, après, avec mon frère, on a 13 ans de différence. Aujourd'hui, on a un rapport très proche. Je suis aussi son parrain. Donc, il y a vraiment un rapport merveilleux avec mes frères et sœurs. Je les adore. Il y a des personnalités très variées qui font des choses très, très différentes. Et avec mon frère, j'étais très protecteur. Enfin, quand on me l'a mis dans les bras, j'avais 13 ans, qui est pratiquement l'âge de ma fille aujourd'hui. Et après, c'est vrai qu'il y a eu une période où il m'en voulait. Il était en colère. Il a besoin de se défouler pour moi, pour s'affirmer sur moi. Donc, il y avait un petit côté où il était toujours en train de m'engueuler. Et puis après, on est redevenus très, très copains, très, très, très amis. Aujourd'hui, je le considère comme mon meilleur ami, vraiment. Alors, comment, justement, ton rôle d'aîné a été perçu par tes frères et sœurs? Petit élément de réponse. Oh. Moi, j'ai le souvenir de mes goûters d'anniversaire qui se transformaient en show à l'américaine, avec spectacle de marionnettes, avec activités en tout genre. Pour mes sœurs, c'était pareil. Il y avait vraiment ce sens du spectacle, mais aussi ce sens il savait recevoir quelque part, même si c'était pas chez lui. Il voulait que les gens soient bien, il voulait que les gens rigolent, il voulait que les gens soient heureux. Ça, c'est mon frère Thibaut, dont je viens de vous parler, qui est un garçon absolument merveilleux, très intelligent. C'est moi en mieux. J'ai tendance à dire que j'étais un brouillon de ce garçon. Il est formidable. C'est vraiment un mec formidable. Donc, je suis heureux qu'il garde ce souvenir. C'est vrai que je faisais des shows, je leur faisais un festival, en fait. C'était Coachella à Asnières. Voilà. Ce fameux goût pour la comédie a, semble-t-il, commencé très tôt. Je me souviens qu'à 5 ans, il imitait Georges Marchais. Il nous faisait rire parce que il commençait à faire des imitations. Alors vous voyez, je me souviens bien de ça. Et je pensais qu'il avait vraiment le terrain pour faire ce qu'il fait maintenant. Mais oui, j'imitais les hommes politiques. En fait, j'imitais Thierry Leluron qui imitait Georges Marchais. En fait, j'imitais Thierry Leluron qui faisait ses imitations. Bah oui, il y avait Georges Marchais, il y avait les hommes politiques de l'époque, Chirac, Giscard. Et je faisais. On a le droit de... Ah là, je suis pas sûr que... Non, mais c'était le fameux... C'est un scandale. Voilà, c'était ça. C'était pas... Et c'est vrai que j'avais l'impression que j'étais génial. Voilà. C'est au collège que tu découvres à proprement parler le théâtre. Exactement. Par le biais de ton prof de français. François Doléan, oui, exactement. Te souviens-tu justement de tes premières sensations? Oui. Extraordinaire. Rôle, extraordinaire. Je me souviens, c'était en 3e. Alors, en 5e, il y a eu d'abord la salle Pleyel où j'ai joué une parodie d'Amphitryon de Molière. Et devant 2300 personnes, donc ça c'était quelque chose. Ensuite, il y a eu effectivement en 3e, Occupe-toi d'Amélie. Et j'en garde un souvenir extraordinaire parce que je me sentais tellement à ma place, je me sentais tellement bien. Il y avait les filles de seconde qui du coup, qui me rendaient complètement dingue, qui du coup s'intéressaient à moi. On s'intéresse pas à un petit gros de 14 ans. Et là, tout d'un coup, je les faisais marrer, elles m'aimaient bien, elles m'invitaient, tout ça. Et j'ai compris qu'en fait, c'était un moyen d'attirer l'attention, et c'était quelque chose dans lequel je faisais la différence. Donc ça, j'ai senti ça. Et puis les émotions, des coulisses, le trac, le fait d'entendre la salle qui rit, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est bon. Sans équivalent avec le sport ou une autre passion, il se passe quelque chose que tu n'as pas vécu autrement. Ah non, surtout à travers le sport, puisque je t'avoue que franchement, j'étais pas très bon au foot, qui était le sport un peu référent. On me mettait toujours dans les buts en fait. Et les petits gros, on les met toujours dans les buts, tu sais. Ou alors plus tard à la présidence du club, ça dépend. Non, j'étais du genre, on choisissait toujours en dernier après la fille ou le mec qui allait béquiller, tu vois, c'était un peu ça. Donc du coup, effectivement, ça n'a pas vraiment, je dirais, ça m'a pas vraiment, je me suis pas dit que j'avais une carrière à faire là-dedans. Donc tout de suite, le théâtre, ça a été une évidence. Ah oui, une évidence. C'était vital, c'était existentiel. Voilà. Alors dans Allons enfants, on aime bien
offrir un petit cadeau. C'est moi qui dois l'avoir, pas très loin. Qu'est-ce que c'est ? Et surtout, n'hésite pas à nous le décrire. Oh, alors là, j'ai un paquet carré. Je ne sais pas ce que c'est. J'ouvre, ça ressemble à un cadre. J'ouvre. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, fabuleux ! Belmondo dans le Magnifique. Ah, j'adore, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, je suis trop content, merci. Ah, c'est magnifique, c'est le cas de le dire. Ah, c'était mon idole, Belmondo. C'était mon idole. Qu'est-ce que j'ai aimé cet acteur. L'homme, l'acteur, je voulais lui ressembler. C'était... Je me souviens du jour où je suis allé voir L'As des As, j'avais 9 ans, c'était en 82. Le Magnifique, 73. 73, le Magnifique. Bon, c'est fou. Et j'ai eu la chance de le fréquenter, de le connaître. Il y a pratiquement 1 an, je déjeunais chez lui sur les quais de Seine. Un moment extraordinaire. Et on buvait du Mirmanda, qui est mon vin, du Roussillon. Et on se marrait. Et c'était, quelle chance, quel privilège de l'avoir approché. Pour les Césars, je me souviens quand ils lui ont rendu un hommage sur Canal+, il avait fait une liste d'une quinzaine d'acteurs qui voulaient autour de lui. Et voilà. Et je faisais partie de ces acteurs et actrices. Donc ça a été un moment merveilleux. Et puis, il était toujours très bienveillant avec moi. Et je me souviens, un jour, je déjeune chez Lip avec un ami et sa femme. Et tout d'un coup, il est à une table et c'est lui qui me reconnaît, qui me fait comme ça, tout coucou. Et je me dis, oh merde, alors quand même, c'est le monde à l'envers. Le Magnifique, c'est aussi l'histoire d'un jeune homme qui s'invente un personnage séduisant, un poil grotesque. C'est le Magnifique ou est-ce que c'est l'animal ? Celui-là, on ne sait pas. C'est l'animal ? C'est le Magnifique. Eh ben oui, c'est ça, c'est un personnage qui vit dans ses rêves. Voilà, qui a une vie où il est en gros pull, béret en train d'écrire toute la journée, et puis il s'invente une vie de séducteur, une vie d'espion, voilà. Tout à l'heure, tu parlais du théâtre, de cette évidence, ce rapport même justement aux autres, le regard que ça peut apporter sur soi. Est-ce que justement, toi aussi, le théâtre, à ce moment-là, pendant ton adolescence, n'a pas aussi ce rôle qui te met en confiance ? Bien sûr, je suis complexé, j'ai une longue mèche qui se bagarre avec mes boutons. À un moment donné, j'ai tenté la coiffure en brosse, parce que, mais mon Dieu, quelle horreur. Voilà, j'ai l'air de rien. Et puis je rêve beaucoup, et puis je travaille, l'école du matin jusqu'au soir, il reste peu de temps quand même pour l'imaginaire, donc c'est vrai que parfois je m'évade pendant les cours, je pars loin, et c'est sûr qu'il y a un monde rêvé qui va pas me quitter, et puis voilà, l'accomplissement, je dirais qu'un jour, c'est de vivre ce monde rêvé. Voilà, ça c'est extraordinaire. Allez, on va revenir un peu sur ce parcours, justement. Élève à Sainte-Croix, tu obtiens un bac B avant de faire une prépa littéraire au lycée Pasteur, toujours... Non, jamais j'ai fait de prépa littéraire au lycée Pasteur. Correction. Voilà. Tu t'inscris finalement à l'université ? Nanterre, université de Nanterre. Où tu décrocheras... Nanterre, vous connaissez un petit peu ou pas ? Bah oui. On arrive au RER, vous avez la fac, ce qu'on appelait la NPE, la préfecture, l'hôpital et le cimetière. Voilà, c'est ce qu'on appelle un joli parcours de vie. Parce qu'on arrive comme ça voilà. Et j'y ai passé 6 ans. 6 années, très, très sympa d'ailleurs. J'allais pas souvent en cours. Justement, en parallèle, inscription et tu suis les cours libres au cours Florent. La classe libre du cours Florent. J'ai passé le concours de la classe libre. Et c'est François Florent qui me fait rentrer en classe libre. François Florent qui vient de nous quitter d'ailleurs. Et j'ai des super profs, voilà. Et je me plais bien là-bas. Et pourtant, tu arrives à Sciences Po, et là, en 2e année, tu décides d'abandonner le théâtre. Ouais, à un moment donné, j'ai eu peur, et puis bon, ma vie privée aussi m'avait fait rencontrer une femme que j'ai épousée en 99, et il fallait que je fasse bouillir la marmite, comme on dit. Enfin, il fallait qu'on la fasse bouillir tous les deux, mais en tout cas, voilà, il fallait qu'on se trouve un boulot vite, et à l'époque, les cabinets d'audit venaient recruter à Sciences Po. Et donc, du coup, on m'a fait une proposition que j'ai pas refusée. Voilà. Justement, tu intègres ce fameux cabinet d'avocats dans le domaine de la fiscalité internationale, qui t'envoie en août 2001 pour un temps en mission à son bureau de New York. Oui. Mais voilà, patatras, le 11 septembre 2001, tu assistes malheureusement aux attentats du World Trade Center depuis ton bureau à Manhattan. Et là, c'est un tournant dans ta vie.
Oui, ça a été un choc cathartique, disons-le, qui m'a fait mesurer la fragilité de mon existence et de l'existence en général. Et effectivement, j'ai réalisé que j'aurais pu passer à côté de ce rêve. Que ce qui me fait le plus vibrer au monde, je ne le faisais pas. Je m'étais mis dans un costume qui ne me correspondait pas. Et je me suis dit, il faut absolument que je rétablisse la situation. Il faut que je rectifie la trajectoire. Voilà. Alors, ce renversement professionnel, ce changement de vie personnel aussi, comment a-t-il été vécu par ta famille? Élément de réponse. Jamais tout blanc ou tout noir en fait dans la vie. Il y a beaucoup de zones de gris. À la fois, il y a toujours forcément l'inquiétude. C'est quelque chose qui t'anime, mais c'est quelque chose de tellement difficile. Et en même temps, cette évidence ça a toujours fait partie de lui. Et à un moment donné, s'il ne le fait pas, ça va le consumer. Donc c'était aussi cette évidence pour nous. Exactement. Je n'ai rien à rajouter. Ce garçon est brillant. Non, plus sérieusement, ça c'est plus par rapport aux jeunes personnes qui nous écouteraient, qui seraient aussi partagées entre cette envie de faire du théâtre, d'être dans un métier qui n'est pas forcément évident, et ce côté aussi que tu as évoqué tout à l'heure, plus rassurant, avec des parents même qui seraient là à dire fais des études, va dans des métiers qui sont peut-être avec un peu plus de garantie. Mais comment on fait? Moi, je pars du principe que le monde est fou alors qu'il faut être un peu plus fou que lui. Voilà, qu'il n'y a plus de certitude nulle part. Donc ça, je l'ai compris avec le 11 septembre. Ce décor de New York m'est apparu comme un décor de théâtre. Ce que je voyais comme le capitalisme triomphant, comme l'invincibilité américaine, tout d'un coup, j'ai eu l'impression de voir un géant au pied d'argile et que tous ces buildings étaient tenus par des gueuses derrière, comme dans une comédie musicale. Donc c'était effrayant et à la fois très éclairant sur le fait qu'il faut s'écouter, qu'il faut faire ce dont on a envie dans la vie, parce que c'est ce qu'on fait de mieux. Et puis la vie, se lever tous les matins en vivant sa passion, c'est merveilleux. Après, chacun fait ce qu'il peut et chacun y trouve aussi son compte dans le boulot. Donc chacun doit s'écouter en fonction de ce qu'il est. J'ai pas de règle générale à donner aux plus jeunes sur le... Si ce n'est se fier à son instinct. Voilà, se fier à son instinct, s'écouter, prendre son risque à un moment donné, comme on dit. Et puis voilà, mais on ne sait pas de quoi est fait demain. Donc les trajectoires non risquées, je pense qu'elles appartiennent à un autre monde. Alors tu reprends alors contact avec d'anciens professeurs qui t'aident à mettre en scène ton propre spectacle, intitulé Deuxième Acte. Oui. Tu présentes sur scène au Théâtre du Gymnase une première mouture devant 800 invités. Et parmi eux figure un homme presque aussi fou que toi. C'est une histoire folle, on se rend pas compte, c'est vraiment une histoire folle. J'étais pas producteur, il n'était pas acteur, il travaillait dans son bureau quand j'ai rencontré. Cette histoire est complètement folle. Vraiment, on a pris tout le risque. C'est pas une blague, je me suis ruiné pour produire son spectacle. À un moment, j'avais plus rien. Mes économies étaient passées. Et on avait quand même démarré, ce qui est fou. On s'est rencontrés. C'est lui qui m'a dit, jusqu'où tu veux qu'on aille? Et j'avais dit, je veux t'emmener à l'Olympia. Et ce qui est dingue, c'est qu'après, donc, c'est complètement vautré, mais on a fini à l'Olympia. C'est dingue, on lance des choses dans la vie comme ça, mais on y arrive des fois. Mais donc c'est très émouvant. Et aujourd'hui, François est le parrain de ma fille, moi je suis le parrain de la sienne, et c'est quelqu'un avec qui j'ai à cœur de vieillir. Oh, c'est beau. Moi aussi, j'ai vraiment à cœur de vieillir avec lui. C'est un homme extraordinaire qui a commis cet acte complètement fou de prendre un fiscaliste pour en faire un acteur. Et c'est vrai qu'on est devenus très amis avec le temps. Je me revois arpentant Paris. On allait dîner à la maison de l'Aubrac qui était sur les champs. Puis on se baladait, on se prenait une petite chartreuse pour se finir. Et puis on marchait dans les rues de Paris et on refaisait le monde. Et c'est vrai qu'il m'a emmené à l'Olympia. Ce premier spectacle que j'ai joué 2 ans à la Gaîté Montparnasse, et au Casino de Paris et à l'Olympia. C'est ce spectacle qui m'a révélé et qui m'a permis de décrocher le rôle de Coluche. C'est là qu'Antoine Decaune est venu me voir un jour sur les conseils d'une personne qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs, je sais pas où elle est, sur ce canapé. Et donc du coup, on s'est retrouvés finalement à l'Olympia avec toute cette bande qui est aujourd'hui c'est ma famille de à la fois de cœur et professionnelle, puisque nous ont rejoint Éric Théobald, qui est le metteur en scène du spectacle, Michael Quiroga, qui est un véritable génie de l'écriture, et je pèse mes mots, et on a vraiment
Ouais, écrit les 4 spectacles ensemble. On a des projets de fiction ensemble. Enfin, et puis voilà, quand j'ai reçu la médaille des Arts et Lettres, chevalier des Arts et Lettres, il y avait toute ma famille. Je voulais faire plaisir à ma famille. On a été dîner dans un bon restaurant. Et ben il y avait que ces 3-là. Il y avait que sinon les seuls qui n'étaient pas de ma famille, c'était ces 3-là. C'était Michael Quiroga, Éric Théobald et Samuel Le Bihan. Je leur dois beaucoup et on s'entend très bien. On se respecte beaucoup. On se connaît bien et on s'aime quand même. Voilà. Et on salue évidemment Valérie de la Roche-Brochard. Mais bien sûr, c'est de elle dont je parlais. Valérie de la Roche-Brochard, qui connaissait toute la bande, Antoine Decaune, Lescure, enfin toute la bande de Canal, qui a été tellement bienveillante avec moi à mes débuts. Et c'est vrai que notre ami Antoine, je lui dois beaucoup, puisque lui aussi, il a dû être convaincu et convaincant pour imposer ce garçon dans le rôle de Coluche. Et ensuite, il y a eu la nomination au César du meilleur acteur. Et ma carrière au cinéma a démarré pour ne jamais s'arrêter, puisque j'ai enchaîné une 50aine de films depuis. Voilà. Mon emploi a un peu changé. Il y a 10 ans, je faisais des comédies romantiques avec Virginie Efira. Là, je viens de finir le rôle de l'oncle Jules dans Le Temps des Secrets. Donc, comme quoi. Voilà. Cette ascension assez impressionnante, tous ces spectacles, voilà, on pourrait en parler assez longuement. Ça n'est pas vraiment le propos d'Allons enfants, qui est, comme son nom l'indique, consacré à l'enfance, mais aussi à la transmission, ouais. Qui est un autre sujet important, ouais. Parce que justement, toute cette nouvelle génération a aussi besoin du vécu, de l'expérience, de leurs aînés, et c'est aussi ça que j'aime dans ce podcast. Tu es le papa d'une jeune femme, d'une jeune fille, Sacha, née en 2007. Quel regard, toi, tu portes justement sur cette génération-là ? Moi, je suis à la fois admiratif, parfois dépassé et attendri. Voilà, c'est des gros bébés qui se prennent rapidement. Ma fille a 14 ans, elle se prend très rapidement pour une fille de 18 ans, mais très rapidement. C'est-à-dire que il faudrait pas qu'on aille très loin pour qu'elle me propose de prendre un studio et de s'installer avec une amie. Voilà, on en est là. Donc, elle est géniale. C'est une petite fille, une ado, qui m'appelle Ma vie, mon sang. La vie, le sang, tranquille. Wesh, t'inquiète. Bon, voilà, elle a une personnalité incroyable et très drôle, très intelligente, très psychologue. Elle perce les gens, elle sait exactement qui elle a affaire. Elle est extrêmement intelligente, elle a un charme fou. Elle a la peau, on dirait un abricot. Elle est ravissante. Et je suis extrêmement fier d'être le papa de cette petite Sacha, qui n'est plus petite, puisque maintenant elle a 14 ans et que c'est pas de tourpeau, je peux vous dire. Alors, moi, j'ai une fille qui a 10 ans, mais moi, on s'en fiche un peu, c'est pas la question. C'est plus ce que tu vis et ce dont tu as parlé par rapport à tes parents, ce cadre assez strict, avec des parents qui avaient un rapport d'autorité peut-être différent à celui qu'on vit aujourd'hui. Sans hésiter, oui. Est-ce que ce sont des mondes qui changent ? Est-ce que c'est rassurant ? Est-ce que c'est inquiétant ? Comment toi, tu te positionnes justement aussi par rapport à c'est pas cette facile manière de avec, fonctionner. Alors sans vouloir faire le vieux con, c'est vrai que les réseaux sociaux, le téléphone, tout ça, aujourd'hui, ça a une importance, je dirais, sans doute beaucoup trop importante, une place trop importante dans leur vie. Ils sont quand même très accros, mais nous aussi, en fait. De temps en temps, elle me piège quand je lui dis « mais arrête d'être sur ton téléphone », elle me dit « mais toi aussi, t'es sur ton téléphone toute la journée. Toi aussi, si on compare nos temps d'écran, moi j'en ai moins que toi, parce qu'en plus, moi j'ai les cours. » Donc oui, elle me met devant ce fait que voilà, on est très connectés. Alors, je pense que oui, il y a des dangers, mais je pense qu'ils sont armés aussi. Ils ont grandi là-dedans. Donc ils savent aussi, moi souvent je lui parle naïvement, je lui dis « tu ne vas pas sur ces sites-là, etc. » Elle me dit, mais je sais, t'inquiète pas, enfin voilà. T'inquiète, elle me dit ça. Non, mais c'est vrai que ça peut faire peur. On est un peu dépassé. J'essaie quand même d'avoir des fondamentaux qui sont les résultats à l'école. Moi, je suis assez à cheval là-dessus. Je pense que plus on creuse le sillon scolaire ou universitaire, plus on a de choix ensuite, quitte à dépasser le modèle et casser le moule. Je pense qu'il faut avoir des repères, voilà, des racines. Ce sont des racines qui permettent d'avoir des ailes.
Alors la transmission, c'est aussi les autres, évidemment. En marge de tes activités professionnelles, tu es investi dans le monde associatif. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Tu parraines Handigraphique, une association dont les membres sont essentiellement des personnes handicapées, qualifiées dans les différents domaines du multimédia et de l'édition. Tu es aussi dans l'association Le Rire Médecin, dont la vocation est de redonner le sourire à des enfants malades dans le cadre des hôpitaux avec des clowns professionnels. Ouais. Et puis, tu as aussi soutenu, par exemple, Ella, la fameuse association qui lutte contre les leucodystrophies. C'est un engagement multiple et admirable, mais pas forcément très étonnant, à en croire ton frère. Alors dans la transmission, c'est assez amusant parce que vous dites qu'il est parrain d'association, mais avant d'être parrain d'association, c'est mon parrain. En plus d'être mon frère, c'est mon parrain, et c'est vrai que la famille pour lui c'est quelque chose d'important, la transmission c'est quelque chose d'important, les valeurs qu'il essaie de transmettre à sa fille, mais au-delà de ça, il sait qu'il y a une responsabilité et que cette logique de vouloir donner parce que j'ai reçu, c'est quelque chose qui est important pour lui. Et l'associatif, c'est quelque chose qui donne du sens, qui permet aussi de donner de la joie, de rétablir certaines injustices. Et je pense que de pouvoir en être le porte-voix, c'est quelque chose qui lui importe beaucoup. Mais écoutez, vraiment définitivement, il est très bien ce garçon. Oui, je suis son parrain. Oui, je crois que ça fait partie des. Pour moi, c'est une évidence, quoi. À partir du moment où on a reçu, il faut donner, et puis que il y a tellement d'associations qui ont besoin qu'il faut, voilà. Moi, Le Rire Médecin, je suis très fier d'être avec eux depuis bientôt une dizaine d'années, peut-être même plus, peut-être 15 ans. Effectivement, ils sont incroyables. C'est Caroline Simons qui a créé cette association il y a 20 ans. Si vous voulez, le rire, ou même 30 ans, Le Rire Médecin, il faut le voir pour comprendre. Ce sont des grands professionnels, des grands clowns qui sont formés. C'est pas un type qui va mettre un slip sur la tête et puis qui va débarquer avec une cuillère en bois dans une chambre et dire je vais vous faire rire. Et pendant que vous faites votre Jackson, pas du tout. C'est vraiment des gens qui vont dans les services effectivement complexes, hein, d'enfants qui sont hospitalisés sur des longues durées, qui vont les divertir, qui vont essayer de leur rendre une part d'enfance. Mais surtout, et ça il faut l'avoir vu, les enfants rient parce que ça leur change les idées, parce que voilà, c'est un spectacle, et puis dans leur chambre, c'est assez incroyable. Mais surtout, les enfants rient pour montrer à leurs parents qu'ils sont toujours des enfants. Et ça, c'est absolument bouleversant. Quand vous voyez que l'enfant rit pour montrer à ses parents que tout va bien, vous êtes atomisé. Atomisé. Alors, tu es quelqu'un d'assez touche-à-tout, qui semble avoir une boulimie de vie, d'activité. On l'a évoqué, hein, humoriste, acteur, producteur, directeur de théâtre. Ça fait beaucoup, mais peut-être pas tant que ça. Directeur du Théâtre de l'Œuvre à Paris, oui. Voilà. J'ai cette chance. Avec de beaux bébés. Ouais. Qui sont en train de naître et d'être déjà sur les planches, si tu veux en... Oui, non, mais c'est effectivement, je serai avec mon nouveau spectacle à partir du 12 janvier dans mon théâtre. C'est la première fois que j'ai monté sur la scène du Théâtre de l'Œuvre. J'ai laissé d'abord les autres et je me suis d'abord intéressé au talent des autres. Et puis là, au bout de 6 ans, je me suis dit, pourquoi pas finalement. C'est là que je serai le mieux. J'aime cet endroit, qui est un lieu absolument magique, que je dirige avec Benoît Lavigne et Kim Poignant depuis plusieurs années. Et je crois qu'on a réussi notre pari de faire une programmation de qualité qui allie musique, théâtre, one-man show. On est très fiers. Alors, où seras-tu à ce rythme-là dans 10 ans ? Petit élément de réponse aussi. Toujours dans ce métier, dans tout ce qu'il a développé, il est producteur, directeur de théâtre, il a un vin, il a monté un festival, il est acteur, il va passer réalisateur forcément, il va tout essayer. Donc toujours dans ce métier, à faire plein de choses, parce qu'il est capable de faire plein de choses. Donc il exploite ses talents, hein. C'est pas une boulimie, c'est parce qu'il tout ça, il sait le faire, il le fait très bien, c'est ça qui est assez épatant. Donc je dirais la même chose, mais en mieux. Écoutez, merci, cher Samuel. Non, ça fait plaisir. Oui, effectivement, déjà avoir la même chose. Je crois que je suis déjà tellement heureux de la vie que j'ai aujourd'hui, des gens qui m'entourent, et voilà, tout ça me le prouve quand j'en les entends s'exprimer comme ça. Et il y a une petite piste quand même. Oui, il y a une petite piste, effectivement. Oui, je crois que j'aurais envie à un moment donné de raconter mes propres histoires. Mais bon, je les raconte à travers mes spectacles, je les raconte à travers des projets que je produis au cinéma ou en série. Quand je produis Quadra, ou voilà, c'est des histoires qui me tiennent à cœur.
Peut-être que ce sera moi qui me mettrai derrière la caméra un jour. Pour l'instant, quand je vois le carnet de balles de cette année déjà, je me dis, mon Dieu. Alors, entre le professionnel et le personnel, entre l'homme public et l'homme privé, comment te définir au final? Ton frère nous offre une bien belle proposition. C'est quelqu'un de vivant. C'est-à-dire la joie de vivre, mais en même temps la peur de vivre, toutes les certitudes et toutes les angoisses que peut générer la vie, je pense. Donc c'est quelqu'un de vivant au sens propre du terme. Écoutez, ça me va bien. Effectivement, je crois que oui, je célèbre le moment présent en me réjouissant du moment futur, mais en ayant une certaine appréhension aussi. La peur de vivre, c'est joli, mais le goût de vivre aussi, voilà. On a une petite question un peu signature dans Allons enfants. Oui. Qu'aurais-tu envie de dire justement au jeune François Xavier, à ce jeune FX qui imitait Georges Marchais, s'il était là maintenant face à toi? Et confiance en toi. Et plus confiance en toi. Voilà. Ne complexe pas. Ces types que tu admires, tu vas les recroiser. Non. Dans 40 ans, et ils paraîtront, ma foi, tout à fait ordinaires. Voilà. Sans les mépriser, hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, il n'y avait pas de quoi complexer. Il n'y avait pas de quoi croire, imaginer que tout le monde était mieux que moi. Voilà. J'étais très complexé et je crois que si je devais lui parler, le coacher, je lui dirais mais tout va bien, détends-toi, respire, ça va bien se passer. Allez, on ne peut décemment pas se quitter sans un dernier message de vie, sans un dernier message d'amour. Je voudrais qu'il continue parce qu'il est vraiment fait pour le spectacle et il faut qu'il ait les planches sous les pouilles, il n'y a pas de doute. Voilà, c'est ça que je veux lui dire. Puis je l'embrasse. Je l'embrasse de tout mon cœur. Vous m'avez tué avec ma grand-mère. Hein. On m'avait jamais fait ça. Hein. Je dois avouer que vous avez des bons filons là, parce que quand même, c'est chapeau. C'est très gentil. Je suis très touché de ces messages et de votre part. Voilà. Effectivement, je repars plein d'amour. Là, vous m'avez. You made my day. Merci beaucoup. Et comme l'a si joliment dit ta grand-mère, allons enfants, petits et grands. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.